Donc, ça va? On reprend rapidement. Donc, on a perdu beaucoup de temps. Donc, on n'aura pas le temps de faire le deuxième cours, hein. Donc, rapidement, je vais essayer de faire vite. L'aire de Broca, rapidement. Donc, l'aire de Broca fait partie du cortex prémoteur. Donc, l'aire de Broca, c'est tout simplement une région cérébrale qui est toujours unilatérale, c'est-à-dire soit du côté gauche, soit du côté droit, qui est responsable du mouvement de la bouche, de la langue, de la larynx pour élaborer le son, c'est-à-dire pour élaborer les mots. Donc, si vous voulez dire O, tout ça doit être organisé d'une façon chronologique pour chaque muscle, comment il va se contracter et la chronologie de la contraction de chaque muscle avec les mouvements de la langue et de la larynx, etc., pour élaborer la lettre O. Donc, ça, c'est le rôle de l'aire de Broca. Oui, l'aire de Broca est responsable du langage parlé. Donc, c'est purement moteur. Donc, il ne fait que le mouvement pour le langage. Donc, c'est bon. Donc, je passe à l'aire motrice supplémentaire rapidement. Cette aire motrice supplémentaire au cortex moteur secondaire donc, est située presque toujours donc, en haut et presque toujours en dedans, hein, donc dans la région interhémisphérique et en avant du cortex moteur primaire. Donc, cette région donc, est responsable de quoi? Donc, pardon, donc responsable de la coordination du mouvement. Donc, alors que j'ai oublié de vous dire que le cortex prémoteur est responsable du plan moteur. Et je reviens au cortex prémoteur rapidement. Donc, certaines expériences montrent que le cortex prémoteur est responsable du plan. Pourquoi? Parce que maintenant, ils le font avec les RM fonctionnels. Avant, c'était des stimulations et d'enregistrement électrique. Donc, si vous commencez à réfléchir dans votre tête, à imaginer un mouvement, et si on vous implante des électrodes d'enregistrement au niveau préfrontal, c'est-à-dire au niveau, à ce niveau, je ne sais pas si vous voyez la souris. Vous pouvez voir les mouvements de la souris rapidement. Donc, à cette région, au niveau du lobe frontal, donc à cette région, donc on vous implante des électrodes et on implante des électrodes ici au niveau du cortex prémoteur. Donc, vous allez avoir une activation de cette région, puis une activation de cette région. Donc, ce qui prouve que le plan est élaboré au niveau de cette région, c'est-à-dire au niveau du cortex prémoteur. Alors que les expériences de distraction de l'aire motrice supplémentaire montrent donc un problème de coordination du mouvement, surtout bilatéraux, c'est-à-dire qui implique l'ensemble de votre corps du côté droit et de le côté gauche. Donc, on va résumer. Donc, le cortex moteur primaire donc, est responsable de l'exécution du mouvement. Le plan est élaboré au niveau du cortex prémoteur, alors que la coordination, c'est au niveau de l'aire motrice supplémentaire. Maintenant, on passe rapidement à l'odologie, c'est-à-dire les voies efférentes du cortex moteur. Donc, il faut savoir que le cortex moteur se projette par les premiers neurones, c'est-à-dire vous avez les motoneurones, les premiers motoneurones qui sont les cellules pyramidales au niveau du cortex moteur, au niveau de la substance grise du cortex moteur, se projettent par des axones qui sont de longueur très importante, donc de l'ordre parfois de 1 mètre, qui se projettent par deux voies, enfin deux voies. Donc, une voie dite
cortico-bulbaire, donc du cortex moteur primaire vers les noyaux moteurs euh, du tronc cérébral. Donc, on parle de cortico-nucléaire, donc du cortex vers les noyaux moteurs du cortex du tronc cérébral. Par exemple, vous avez le noyau du facial qui innerve les muscles de la face, les noyaux du muscle, les noyaux des nerfs oculomoteurs, hmm, les pins crâniens oculomoteurs, le noyau du glossopharyngien. Donc, tous ces noyaux, donc, après, hein, de H, je vais vous répondre si on aura le temps. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la première voie, donc cortico-nucléaire. La deuxième voie, c'est la voie cortico-spinale, c'est-à-dire du cortex cérébral vers la moelle épinière. Donc, au niveau, donc les premiers neurones moteurs se connectent avec les deuxièmes neurones moteurs qui sont les motoneurones alpha de la moelle épinière. Et attention, pour cette voie, donc, on va la diviser en deux faisceaux. Donc, la voie se divise en deux faisceaux. Donc, faisceau dit direct et faisceau dit croisé. Donc, ça, c'est un peu bizarre, mais du fait que les deux croisent la ligne médiane. C'est-à-dire, le faisceau direct, donc, a une proportion d'axons de 20%, donc descend directement homolatéralement jusqu'à la moelle épinière, donc pour se connecter avec quelques interneurones et pour innerver les muscles proximaux. Ça, c'est très important. Vous allez voir pourquoi. Le faisceau dit croisé, donc a un contingent de fibres d'axone, c'est-à-dire de 80%, il se connecte directement sans interneurone avec le deuxième motoneurone médulaire qui innerve les muscles distaux. Ça, c'est très important. Donc, les muscles proximaux sont innervés par la voie dite directe, si vous voulez la voie ventrale, corticospinale ventrale direct qui a un pourcentage d'innervation, donc 20% uniquement, qui innerve les muscles proximaux. Quels sont les muscles proximaux? Je vais vous expliquer c'est quoi un muscle proximal, c'est-à-dire si les muscles, donc, par exemple, le deltoïde, le trapèze pour les membres supérieurs, donc si vous connaissez le deltoïde, donc c'est les muscles de l'épaule avec ses trois chefs. Ah oui, Graboubat. Graboubat, par rapport à quoi? Par rapport à l'axe du corps qui est représenté par la colonne vertébrale. Donc, proximal et distal, c'est-à-dire qui Graboubat. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les muscles proximaux. Donc, je vais vous citer quelques muscles proximaux qui sont, par exemple, le deltoïde pour le membre supérieur, tel que le trapèze, qui est un muscle proximal. Certains muscles des membres inférieurs qui sont proximaux, qui sont, par exemple, les muscles fessiers, donc qui sont très proches de la colonne vertébrale, alors que les muscles distaux, par exemple, sont les muscles fléchisseurs du membre supérieur, les muscles des doigts, les fléchisseurs des doigts, les extenseurs des doigts, et ainsi de suite. Le muscle pédieux pour les pieds, etc. Je ne sais pas si vous connaissez l'ensemble des muscles, si vous avez toujours en tête le nom du muscle. Donc, vous voyez ici, ça c'est très important. Donc, premièrement, 20% uniquement de fibres énervent les muscles proximaux. Donc, si on parle de 20%, c'est peu de fibres qui énervent les muscles proximaux. Donc, les muscles proximaux sont innervés par peu de fibres nerveuses. Ça signifie quoi? Donc, attention, et entre le premier neurone et le deuxième neurone, il y a plusieurs interneurones. Ça signifie quoi? S'il y a plusieurs interneurones, donc pour l'information, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc,
20% uniquement pour les muscles proximaux. Et en plus de ça, il y a le problème de que cette innervation donc n'est pas directe, mais par plusieurs intermédiaires. C'est-à-dire, si par exemple, il y a des rumeurs, par exemple, je vous raconte une petite histoire et vous allez, par exemple, la publier sur Facebook, il y a d'autres qui vont lire cette publication et il va raconter cette histoire à d'autres gens. Et après une chaîne de plusieurs personnes, qu'est-ce qui se passe pour l'information? Donc, s'il y a plusieurs intermédiaires. Donc, l'information, si vous voulez, va être déformée ou sera modifiée. Donc, il y a chacun ajoute quelque chose en fonction de ses besoins, donc en fonction de son humeur. Donc, l'information sera modifiée, si vous voulez, déformée, comme vous voulez. L'essentiel, la précision est moindre. Donc, il y a moins de précision d'information. Par contre, si vous avez des connexions directes, donc beaucoup de connexions, 80% de fibres, avec une connexion directe avec un muscle distal. Donc, l'information sera précise. Donc, ça, c'est très important. Donc, pour cette voie qui, quand même, qui va croiser la ligne médiane, même si elle est dite directe, donc l'information est moins précise. Pour les muscles distaux, donc l'information est précise. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne fait rien avec les muscles proximaux. Le deltoïde, c'est soit l'abduction, soit l'adduction. Vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses. Mais par contre, pour la main, les muscles de la main, les muscles distaux, donc vous pouvez faire plein de choses. Visser, dévisser, manger, dessiner, écrire, etc. Donc tout ça, ça nécessite des mouvements complexes qui nécessitent beaucoup de précision et beaucoup de contrôle sur le muscle, sur chaque muscle et parfois sur chaque groupe de fibres musculaires. Donc ça nécessite beaucoup de précision. Autre chose, je vous rappelle que tout à l'heure, je viens de vous dire que les muscles distaux donc, ont des unités motrices de faible taille qui sont innervées par beaucoup d'axones. Ce qui explique que 80% des fibres passent par cette voie. Donc, beaucoup d'axones empruntent cette voie pour innerver les muscles les plus importants dans le mouvement pour la précision. Alors que les muscles, les muscles axiaux et proximaux donc, sont innervés par 20% parce que chaque fibre musculaire parce qu'il y a des unités motrices de grande taille. Donc, et bien sûr, il y a aussi l'interposition de plusieurs interneurones. Donc, vous voyez maintenant comment les choses sont organisées et le problème de la précision. Hmm. Donc, c'est clair. Donc, je passe à autre chose. Autre chose, donc, il y a aussi au niveau médulaire une organisation dite somatotopique. Donc, ça, c'est par exemple la représentation somatotopique du membre supérieur au niveau de la moelle épinière. Ça, c'est la corne antérieure. Donc, les muscles distaux sont organisés, donc, sont les faisceaux des muscles distaux, c'est-à-dire les fibres nerveuses donc, qui passent par la corne antérieure, donc, sont localisés ici, donc, latéralement, alors que les muscles axiaux et proximaux donc, sont vers le centre. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, si vous avez une lésion médulaire ici, par exemple d'origine traumatique, donc tout simplement, vous allez perdre le mouvement des muscles distaux. Alors que si vous avez par exemple une tumeur qui se développe ici, donc au niveau épendymome par exemple, qui se développe ici, une tumeur du canal épendymère, donc qui va faire une compression sur les muscles proximaux. Donc vous allez perdre les mouvements des muscles proximaux. Ça, c'est très important. OK? Donc, maintenant, on passe aux afférences et efférences du système du cortex moteur. Donc, le cortex moteur reçoit plusieurs afférences et plusieurs efférences. Donc, les afférences du cortex moteur donc, reçoivent des efférences les plus importantes de la part des noyaux gris de la base. Et on va les faire après. Donc, ça, c'est des efférences très importantes vers le cortex moteur. C'est des efférences très importantes vers le cortex moteur et reçoit des efférences de la part du cervelet. Donc, le cervelet envoie des efférences vers le cortex moteur. OK?
Il y a aussi des différences du thalamus. Donc, c'est très important. Donc, le thalamus, on voit des différences vers le cortex moteur et on va voir comment la prochaine fois. Ainsi que certaines différences qui sont très importantes, c'est de la part du cortex somesthésique primaire. Donc, il y a des différences très importantes de la part du cortex somesthésique primaire. On a dit donc que le cortex somesthésique primaire participe au mouvement. Comment? Parce que ce cortex somesthésique primaire se projette point par point sur le cortex moteur primaire, ainsi que lors du mouvement, euh, je vais répéter rapidement. Donc, lors du mouvement, donc, lorsque vous faites un mouvement en temps réel, donc, vous devez ajuster, donc, vous êtes obligé d'ajuster la contraction juste nécessaire pour faire le mouvement. Par exemple, si vous voulez ramasser du coton, c'est pas la même intensité, c'est-à-dire, c'est pas la même force de contraction que si vous voulez ramasser, par exemple, votre portable. Donc, c'est pas la même chose. Donc, vous faites une petite contraction pour le coton et pour le portable. Donc, c'est autre chose. Vous faites une contraction plus forte. Donc, tout ça est ajusté grâce à quoi? Grâce à ces projections du cortex somesthésique primaire vers le cortex moteur primaire, qui informe le cortex moteur primaire en temps réel sur la contraction, c'est-à-dire le niveau de contraction de chaque muscle par les récepteurs qu'on a fait déjà, ce sont les fuseaux neuromusculaires et les terminaisons nerveuses de Golgi, donc qui informent en temps réel donc le niveau de contraction de chaque muscle ainsi que la position de chaque articulation. Par exemple, vous avez le coude fléchi ou en extension, etc. Donc, vous avez exactement la position de votre articulation. Donc, ça, c'est très important pour que le cortex moteur primaire va faire des réajustements, donc, quel que soit sur le plan contraction ou mouvement, donc pour avoir le mouvement voulu. Et la prochaine fois, on va voir le rôle des noyaux gris de la base. Donc, ça, c'est très important. OK? Donc, vous n'avez pas compris le dernier point. Donc, la dernière diapo, donc c'est très simple. J'ai essayé de faire d'une façon très simple parce qu'on va refaire tout ça dans le cours du cervelet et des noyauries de la base. Donc, pour les afférences, vous avez des afférences du cervelet vers le cortex moteur, des afférences du noyau gris de la base qu'on va aller voir après vers le cortex moteur et des différences de thalamique vers le cortex moteur. Avant, donc ça, ça, ça concerne l'organisation somatotopique du membre supérieur ou inférieur au niveau médulaire. Ça, c'est la moelle épinière. Donc, tout ça, c'est antérieur et ça, c'est postérieur. Vous savez que au niveau antérieur, il y a les noyaux des motoneurones. Donc, tout ce qui est en postérieur, c'est interneurones et tout ce, et somesthésie. Donc ici, donc au niveau de la corne antérieure, il y a une organisation somatotopique des membres supérieurs. Donc d'une telle façon que les muscles proximaux sont proches du canal épendymère du centre, alors que les muscles distaux sont localisés latéralement. Par exemple, si vous avez un traumatisme médulaire ici, un accident, etc., donc vous allez perdre les mouvements de votre membre supérieur. Alors que si vous avez, par exemple, un accident qui est un peu rare, fréquemment, c'est les tumeurs du canal épendymère qui compriment cette région, donc vous aurez un petit problème de mouvement du muscle proximal, thalamique efférent ou afférent. Le thalamique est efférent et afférent à la fois, et vous allez voir tout ça après. Donc, c'est beaucoup plus afférent, mais il y a des différences. Donc, OK? Dans le cours, c'est écrit que dans le cas d'une lésion du cortex primaire, il peut y avoir une hypotonie ou une hypertonie du muscle. Comment?
Donc, l'hypotonie, c'est en relation avec une diminution de l'excitation de la part du cortex moteur primaire. Hypertonie, c'est autre chose, parce que si on perd la régulation, enfin l'excitation de la part du cortex moteur primaire, donc il y aura un autre système qui est dit classiquement extrapyramidal, qui est regroupé sous le nom de cortex système pyramidal, qui sont tout simplement des faisceaux qui contrôlent la posture et le tonus musculaire, qui sont la voie vestibulo-spinale, les deux, tectospinale, réticulospinale et rébospinale. Donc, l'ensemble de ces voies représente un système dit extrapyramidal. Donc, il y aura une libération de l'excitation de ces voies et responsable de l'hypertonie. OK? Donc, c'est un peu compliqué pour la voie pyramidale, extrapyramidale. J'ai oublié autre chose, c'est très important. Donc, l'ensemble de ces voies, donc, quel que soit cette faisceau direct ou indirect, qui sont dites cortico-spinales, classiquement en clinique, en troisième année, vous allez dire tout simplement pyramidal. Donc, tout ce qui se projette du cortex moteur vers les muscles distaux et proximaux de la part du cortex moteur primaire, donc, est dit pyramidal. Et par opposition à ces faisceaux qu'on vient de citer, qui sont réticulo, tecto et vestibulo-spinal, donc qui sont dites voies, c'est la voie extra-pyramidale, donc par opposition. Et vous allez tout simplement dire que ce malade est pyramidal, l'autre est extra-pyramidal, etc. S'il vous plaît, l'organisation au niveau de la moelle épinière. Donc, j'ai pas voulu trop détailler, j'ai pris uniquement, par exemple, le membre supérieur, tout ce qui est proximal, c'est vers le centre, et tout ce qui est distal vers la périphérie de la moelle épinière. C'est au niveau, bien sûr, de la corne antérieure, et vous savez qu'au niveau de la corne antérieure, il y a les motoneurones alpha, qui sont des motoneurones responsables du mouvement, alors qu'au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, il y a tout ce qui est interneurones qui s'occupent avec les neurones sensitifs de la sensibilité du corps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ma femme, j'étais à la tumeur. Bon, ça c'est purement clinique. Pour les atteintes de la corne antérieure au niveau latéralement, le plus fréquent, c'est les traumatismes. Traumatisme, par exemple, si quelqu'un est victime d'un accident au niveau de la colonne vertébrale, c'est fréquent qu'il y a une atteinte de cette corne antérieure, quelle que soit par la fracture, par les compressions, par des structures de voisinage, etc. Mais le plus fréquent pour les atteintes des muscles proximaux, donc ça c'est statistiquement, hein, le plus fréquent, c'est pas les traumatismes, parce que euh, cette région est un peu cachée à l'intérieur de la moelle épinière, donc elle est un peu euh, lointaine par rapport au traumatisme. Le plus fréquent, c'est le développement de certaines tumeurs qui se développent ici, donc qui sont bien sûr des tumeurs du système nerveux central, donc qui se développent ici. Par exemple, l'exemple, c'est l'épendymome, donc une tumeur qui se développe aux dépens du canal épendymère, donc qui est originaire des cellules épendymères qui sécrètent du LCR. Donc, ça va comprimer cette région. Il y a aussi ce qu'on appelle la syringomyélie, c'est-à-dire la dilatation très importante du canal épendymère, où les symptômes commencent par les muscles proximaux. OK? Les muscles proximaux, puis les muscles distaux. Une chose très importante que les projections du cortex moteur sont toujours contralatérales, attention. Hein. Donc, si vous avez, par exemple, tout ce qui est à gauche est innervé par le côté droit du cortex cérébral. Tout ce qui est à droite est innervé par le côté gauche. Bon, pour
Thelma, donc s'il vous plaît, nous résumer en disant que, par exemple, comment on peut prendre une chose avec les voies. C'est très simple, donc vous allez élaborer un plan dans le contexte primoteur. Donc vous allez faire un plan. C'est quoi le plan pour vous, si vous voulez répondre? Donc vous allez élaborer un plan ici au niveau du lobe préfrontal qui est responsable des décisions. Et qu'est-ce que vous allez envoyer la volonté de faire un mouvement ici, puis il y aura un plan ici. Bien sûr, il y a les noyaux gris de la base qu'on va voir après qui participent à ce plan. Donc, c'est quoi un plan? C'est tout simplement la chronologie de la contraction musculaire. Si vous, par exemple, vous voulez faire la flexion de l'ensemble du membre inférieur, donc, tout simplement, vous allez ordonner à vos muscles qui sont, par exemple, le quadriceps de se contracter, puis il y aura la contraction, par exemple, de certains muscles du pied, etc. Donc, c'est la chronologie. Si vous voulez, par exemple, prendre quelque chose, donc, vous levez la main, donc automatiquement, c'est le deltoïde en premier qui va faire une petite abduction. Il y aura un relâchement du biceps et avec une petite contraction du triceps qui va faire l'extension du bras. De l'avant-bras. Puis, il y aura l'intervention des muscles fléchisseurs qui vont faire la flexion du doigt, etc. Donc, si vous voulez, par exemple, prendre avec le pouce et l'index, vous aurez, par exemple, la contraction du muscle euh, euh, fléchisseur propre de l'index avec le muscle fléchisseur du pouce et l'abducteur du pouce plutôt. Donc, vous aurez ce mouvement. Donc, ça, c'est la chronologie. Et pour monsieur qui me parle de l'Alzheimer, donc l'Alzheimer, c'est pas ici. Hein. Donc, l'Alzheimer, c'est une maladie qui touche l'ensemble du cortex cérébral, mais c'est au niveau temporal. Le problème, c'est au niveau temporal, là où il y a la mémoire, c'est-à-dire il y a l'hippocampe et l'amygdale en connexion avec le cortex singulaire, etc. Quelle est l'influence exacte de la voie pyramidale sur le tonus? Donc, attention, le tonus est contrôlé essentiellement par la voie extrapyramidale. Donc, la voie pyramidale, donc, c'est beaucoup plus une inhibition, donc en cas de besoin. Une inhibition du tonus en cas de besoin. Donc, la stimulation, l'excitation, c'est toujours la voie extrapyramidale qui contrôle, attention, les muscles dits axiaux. Donc, il y a les proximaux, les distaux, et il y a aussi ce qu'on appelle les axiaux. C'est quoi les muscles axiaux? C'est tout simplement, par exemple, les érecteurs du rachis. Donc, vous avez des muscles paravertébraux qui sont des érecteurs du rachis, donc, qui sont contrôlés par tout ce qui est extrapyramidal. Donc, vous avez un tonus permanent lorsque vous êtes en position debout, c'est grâce à cette excitation en permanence des muscles dits antigravitaires, donc axiaux, que vous êtes toujours en position debout et votre tronc est droit. C'est quoi le syndrome de l'atteinte de la corne antérieure? Bon, il y a plusieurs syndromes de l'atteinte de corne antérieure, mais le plus important, c'est le syndrome, ce qu'on appelle la sclérose latérale amyotrophique, qui touche tout ce qui est neurone moteur de la corne antérieure. Donc, c'est une maladie neurodégénérative, donc sans cause apparemment. Bon, il y a des facteurs favorisants, etc., et des facteurs génétiques en cause, donc qui provoquent une dégénérescence des axones moteurs, enfin des neurones moteurs de la corne antérieure responsable d'une paralysie, puis paralysie, puis la mort par surtout les problèmes respiratoires, parce que les muscles respiratoires sont pas moins énervés, donc vous aurez un petit problème de muscles respiratoires. On dit qu'il y a hypohypertonie en cas de paralysie du cortex moteur. Bon, ça c'est un peu compliqué. Hypohypertonie, ça dépend l'atteinte, la localisation de l'atteinte aussi. Est-ce que ça implique certains faisceaux qui vont descendre pour énerver les noyaux
vestibulo-spinaux et tecto et réticulo-spinaux ou non. Parce que, attention, le système pyramidal se projette comme ça, par ces deux faisceaux vers les noyaux moteurs du tronc cérébral et vers les noyaux moteurs de la moelle épinière, mais il y a une proportion de fibres qui innervent certains noyaux, donc qui sont les noyaux du système extrapyramidal, qui sont le vestibulo-spinaux, tectospinaux, réticulo et ribro. Donc, ça dépend s'ils sont impliqués ou non. Donc, demain, apparemment, on n'a plus de temps. Donc, demain, on va essayer de faire plusieurs cours, noyau gris de la base, cervelet, système vestibulaire. Donc, tout ça, ça va être demain. Et si on aura le temps, on va faire veille et sommet. La voie qui prend naissance au niveau du tronc, bien sûr, la voie extrapyramidale prend naissance au niveau du tronc cérébral, si les noyaux du système vestibulaire, réticulospinal et rétro-tectospinal. De toute façon, on va les faire demain avec le cours du noyau gris de la base. L'homonculus, à chaque fois, je vous répète la même chose. C'est l'homme déformé qu'on a imaginé suite à la distribution des muscles, enfin de la représentation du muscle au niveau de la surface du cortex moteur. J'ai dit soit hypo, soit hypertonie, ça dépend est-ce qu'il y a les fibres du système extrapyramidal qui sont impliquées ou non. L'email, donc, c'est... Tout le monde connaît mon email, donc il est dans vos cours, donc... شوفي في الكور دوك تلقاي الايميل تاعي bon c'est ça mon email. Donc dans tous vos cours il y a ma boîte email, l'adresse de ma boîte email. Donc c'est bon, on a terminé. S'il n'y a plus de questions à part ma boîte email. Oui, bien sûr, mais vous attendez la réponse, ça dépend de ma disponibilité. Et vous pouvez poser que des questions. Concernant les cours, bien sûr. OK? S'il n'y a plus de questions. Donc, si je reçois quelques questions par email, donc il n'y a aucun problème, je vais vous répondre, mais ça dépend de ma disponibilité. C'est soit directement, c'est-à-dire juste après, ou après 2 heures de temps, 3 heures de temps, à minuit ou à 5 heures du matin, ça dépend. OK? OK, merci. Donc, à la prochaine. Les diapos, je vais essayer de vous les envoyer aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, vous aurez l'ensemble des diapos, même pour les cours de demain. OK, donc je coupe.